Elon Musk dort à peine 6 heures par nuit. Il travaille plus de 80 heures par semaine, dirige plusieurs entreprises à la fois, et lorsqu'on lui demande comment il tient, il répond simplement « Tu dois être prêt à souffrir plus que les autres ». David Goggins, ancien Navy SEAL, a couru 241 km en 39 heures, sans s'arrêter pour dormir. Il affirme avoir vaincu son esprit, non pas avec des pensées positives, mais en le confrontant à la souffrance volontaire chaque jour. Et Ryan Holiday, auteur à succès du stoïcisme moderne, répète inlassablement que le confort est une trahison et que l'obstacle est le chemin. Tous ces hommes ont une chose en commun. Ils savent que leur cerveau n'est pas leur allié par défaut. Ils l'ont compris, accepté, puis reprogrammé. Car oui, votre cerveau vous trahit. Il n'est pas conçu pour vous rendre meilleur, il est câblé pour vous garder en sécurité. C'est une machine de survie, pas d'accomplissement. C'est pour cela que chaque fois que vous vous apprêtez à faire quelque chose de difficile, il vous envoie un signal d'alerte. Ce n'est pas de la flemme. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est un bug ancien, hérité d'un temps où chaque effort inutile pouvait coûter la vie. Aujourd'hui, ce mécanisme vous sabote. Il vous empêche de parler en public, de vous lever tôt, d'aller à la salle de sport, de lancer ce projet. Et il le fait sans que vous en soyez conscient. Des études en neurosciences montrent que le cerveau humain est programmé pour rechercher la gratification immédiate plutôt que la récompense à long terme. Dans une expérience célèbre menée par l'université de Stanford, le test du marshmallow a révélé que les enfants capables de résister à la tentation immédiate pour une meilleure récompense plus tard avaient statistiquement de meilleurs résultats scolaires, une santé physique supérieure et plus de réussite professionnelle à l'âge adulte. Et pourtant, la majorité des enfants échouent. Ce test n'est pas un jeu. Il est le miroir de notre fonctionnement mental profond. Mais alors, comment font ceux qui réussissent? Comment forcent-ils leur cerveau à faire ce qu'ils détestent? La réponse n'est pas magique. Elle est entraînée par la répétition, par le rejet délibéré du confort. Jocko Willink, ancien soldat d'élite et coach mental, affirme que la discipline est la liberté. Et pas n'importe quelle discipline, celle qui va à l'encontre de ce que vous ressentez sur le moment. Il se lève tous les jours à 4h30, pas parce qu'il en a envie, mais parce qu'il s'est entraîné à dire non à son cerveau. Dans une publication de 2018, le Journal of Cognitive Neuroscience a mis en lumière un fait crucial. Lorsqu'une personne répète une action inconfortable quotidiennement, les régions du cerveau liées à la douleur et à la peur diminuent leur activité au fil du temps, pendant que celles liées au contrôle cognitif s'activent davantage. Ce n'est pas une question de volonté brute, c'est une reprogrammation, un conditionnement. Le stoïcien Épictète disait déjà il y a 2000 ans, « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » L'esprit humain, s'il n'est pas entraîné, recule. Il cherche la sortie, il négocie, et il gagne si vous ne le maîtrisez pas. C'est pour cela que tant de personnes échouent, non pas par manque de talent, mais par excès de confort mental. Prenez Steve Jobs. Il méditait chaque matin non pour être zen, mais pour apprendre à observer ses pensées et leur désobéir. Il savait que si ses décisions venaient de l'émotion, elles seraient faibles. Alors il a développé une lucidité brutale. Idem pour Muhammad Ali qui disait « Je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais « Ne quitte pas, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. » Vous croyez qu'Ali avait envie d'y aller? Non. Mais il avait reprogrammé son cerveau à obéir à autre chose qu'au plaisir. La clé est là. Votre cerveau doit comprendre que vous êtes le maître, pas l'esclave. Cela commence par des actes minuscules. Faire le lit dès que vous vous levez, même si vous n'en avez pas envie. Finir ce que vous commencez, même si l'excitation est retombée. Dire non à l'impulsion, oui à l'intention. Et plus vous le faites, plus votre cerveau apprend à ne plus s'opposer. Et si vous attendez de vous sentir prêt, vous avez déjà perdu. Selon une étude publiée dans Psychological Science, l'intention d'agir chute de 60% si l'action n'est pas lancée dans les 5 secondes. Pourquoi? Parce que le cerveau réengage sa logique protectrice. Il vous rappelle vos peurs, vos excuses, vos traumatismes. Il vous enferme dans le connu, et il le fait très vite. Mais il y a une bonne nouvelle. Tout cela peut être inversé. Chaque fois que vous choisissez consciemment l'inconfort utile, vous construisez un pont dans votre esprit. Vous envoyez un signal fort, « Je ne fuis plus ». Et ce signal devient votre identité. Vous n'êtes pas né pour être prisonnier de votre propre esprit. Vous êtes né pour le dépasser. Et ceux qui ont réussi avant vous n'étaient pas différents.
Ils avaient juste compris une chose. Leur cerveau mentait. Et ils ont décidé de ne plus l'écouter. Avant de continuer, laisse un like et écris simplement « Merci » en commentaire. Vous ne le sentez pas. Et c'est bien ça le piège. Le confort ne vous attaque pas frontalement. Il ne vous dit pas « Arrête de progresser ». Il murmure, il caresse. Il vous donne juste assez pour que vous ne réclamiez pas plus. Juste assez pour que vous vous disiez que ça ira. C'est sournois. Et c'est comme ça que vous perdez. Le piège du confort est la prison la plus agréable jamais construite. Regardez autour de vous. Des gens qui veulent changer de vie, mais qui remettent à demain. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont anesthésiés. Leur canapé est moelleux. Leur job est pas si mal. Leur relation est pas toxique, mais pas épanouissante non plus. Le confort, ce n'est pas le bonheur. C'est l'absence de douleur immédiate. Et c'est ce qui tue vos ambitions à petit feu. Un chiffre, d'après une enquête de Gallup, 85% des gens dans le monde détestent ou n'aiment pas leur travail. Et pourtant, ils y restent, par peur de l'inconnu, par confort, parce qu'ils se disent que ce n'est pas le bon moment, parce que leurs proches leur disent « sois réaliste ». On confond réalisme et résignation, mais ce n'est pas la même chose. Et pendant ce temps, le cerveau, lui, adore. Il est conçu pour ça. Moins de dépenses d'énergie, moins de risques, plus de récompenses faciles. Le moindre effort est son algorithme par défaut. C'est la loi de la conservation. Une économie d'énergie constante. Résultat, dès qu'une situation devient répétitive, stable, connue, le cerveau baisse sa garde. Il ne vous pousse plus, il vous stabilise. Et la stagnation devient la norme. Le plus tragique, c'est que la société renforce ce confort. Tout est pensé pour que vous ne bougiez pas. Uber pour ne pas marcher, Netflix pour ne pas sortir, fast food pour ne pas cuisiner, le bouton snooze pour ne pas se lever. Et à force de céder à ces micro-conforts, on entraîne son esprit à fuir la difficulté. Chaque clic, chaque report, chaque procrastination est une victoire du confort sur votre volonté. Dans une interview poignante, l'acteur Matthew McConaughey raconte qu'à 30 ans, malgré la gloire, il avait perdu le feu intérieur. J'étais riche, célèbre, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Il décide alors de tout mettre sur pause. Il quitte Hollywood, part seul dans le désert, coupe les réseaux, lit les stoïciens, écrit, médite. Pourquoi? Parce qu'il s'est vu s'endormir dans le confort. Et il a eu peur. Le philosophe Nassim Nicolas Taleb appelle ça le luxe empoisonné. Ce moment où tout est assez bien pour que vous restiez, mais jamais assez pour que vous vous épanouissiez. Et c'est dans ce « assez » que les rêves meurent. Sénèque le disait déjà. Ce n'est pas que la vie est courte, c'est que nous la gaspillons. Mais comment s'en rendre compte à temps? Comment savoir si le confort vous piège? La réponse est brutale. Si vos journées se ressemblent, si vous ressentez peu de peur, peu d'inconfort, peu de tension intérieure, vous êtes sûrement piégé. Et non, ce n'est pas une bonne chose. L'être humain est câblé pour se développer dans le chaos, dans l'adaptation. C'est dans l'effort qu'il se construit, pas dans la facilité. Prenez Arnold Schwarzenegger. Avant de devenir acteur ou gouverneur, il était un simple fils de policier autrichien. Il aurait pu rester là. Il aurait pu écouter ceux qui lui disaient que c'était impossible. Mais il a compris très tôt que rester dans sa ville, c'était condamner sa destinée. Il est parti avec un accent épais, 0 contact, 0 $, et il a construit un empire. Parce qu'il savait que le confort tue la grandeur. Aujourd'hui, tout le monde cherche la motivation, mais peu comprennent que la vraie force vient de la discipline dans l'inconfort. C'est dans le moment où vous n'avez pas envie de faire la chose que vous devez la faire. Sinon, vous entraînez votre cerveau à être paresseux. Et chaque confort que vous tolérez affaiblit votre capacité à affronter le réel. Il y a un concept en psychologie comportementale appelé apprentissage par évitement. Plus vous évitez une situation inconfortable, plus votre cerveau renforce l'idée que cette situation est dangereuse. Ce n'est pas rationnel, c'est un réflexe. Et donc, chaque fois que vous choisissez le confort, vous rendez le défi plus difficile à affronter la prochaine fois. Mais vous pouvez inverser le mécanisme. À chaque inconfort accepté, affronté, surmonté, vous agrandissez votre zone de puissance. Votre tolérance au stress augmente, votre confiance grimpe. Vous sentez un feu intérieur revenir. Ce feu, c'est votre vraie nature, celle qu'on vous a appris à étouffer. Vous n'êtes pas fait pour flotter.
Vous êtes fait pour vous battre. Pas contre le monde, mais contre le confort toxique qui vous endort. Et ce combat-là, il commence dans chaque détail. La douche froide du matin, le silence au lieu du scroll, la marche quand la voiture est à 2 pas. Ce n'est pas symbolique, c'est neurologique. Et si aujourd'hui vous sentez que votre vie manque de sens, ce n'est peut-être pas parce qu'il vous manque quelque chose. C'est peut-être parce que vous avez trop laissé le confort gagner, trop souvent, trop longtemps. Mais ce n'est pas irréversible. L'inconfort choisi, répété, assumé, est un médicament. Il brûle, mais il guérit. Il faut que vous sachiez une chose que personne ne vous a jamais vraiment dite. Votre cerveau ne se soucie pas de votre bonheur. Il ne veut pas que vous soyez libre, épanoui, audacieux ou accompli. Ce n'est pas sa mission. Il a un seul objectif depuis des millions d'années, vous maintenir en vie. C'est tout. Et parfois, cela signifie vous empêcher de vivre vraiment. C'est un choc quand on le comprend, parce qu'on grandit en pensant que le bonheur est naturel, qu'il suffit de le chercher et qu'on le trouvera. Mais en réalité, votre cerveau n'a jamais été programmé pour cela. Il est né dans la peur, sculpté par l'évolution, forgé dans des environnements hostiles où le moindre bruit suspect, le moindre risque pouvait signifier la mort. Il a appris à anticiper le danger, à éviter la douleur, à choisir l'option la plus prudente. Et il a conservé ce schéma, même aujourd'hui, dans votre vie moderne. Prenez l'amygdale, cette partie primitive de votre cerveau. Elle est responsable de la peur. Elle s'active en quelques millisecondes, avant même que vous soyez conscient du danger. Elle n'attend pas d'avoir des preuves. Elle agit. Une étude du National Institute of Mental Health a montré que l'amygdale est 3 fois plus active chez l'humain moyen que nécessaire dans des contextes non menaçants. Elle réagit à une critique, un silence, un regard, comme si votre vie était en jeu. Voilà pourquoi vous évitez les conversations difficiles, pourquoi vous paniquez avant un appel important, pourquoi vous remettez à demain ce que vous savez devoir faire. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de survie. Et le problème, c'est que dans un monde où les tigres ont disparu, votre cerveau invente des dangers invisibles. Le rejet devient une mort symbolique, l'échec devient une menace totale. Et vous finissez par confondre inconfort avec insécurité, stress avec danger, effort avec torture. Ce n'est pas rationnel, c'est biologique. Marc Aurèle écrivait « Si c'est supportable, alors supporte-le, arrête de te plaindre ». Ce n'est pas du stoïcisme dur, c'est une reconnaissance. L'homme savait que notre premier réflexe, c'est la fuite, la plainte, la résistance. Il savait que la souffrance venait plus souvent de notre interprétation que de l'événement lui-même. Parce que l'esprit, sans entraînement, dramatise. Et ce n'est pas que philosophique. Des chercheurs de Harvard ont prouvé que les personnes qui interprètent leur stress comme un signal d'activation plutôt qu'un signal de danger développent plus de résilience et vivent plus longtemps. Même hormones, même fréquence cardiaque, mais un sens différent. Votre perception change votre physiologie. Voilà ce que le stoïcisme savait déjà. Votre cerveau veut survivre. Il veut éviter l'échec parce qu'il assimile cela à l'exclusion. Et l'exclusion, à l'époque des tribus, signifiait la mort. C'est pour ça que parler en public vous terrifie. Pourquoi demander une augmentation vous fige? Pourquoi entreprendre vous paralyse? Parce que votre cerveau lit tout ça comme un saut dans le vide, et il tire la sonnette d'alarme. Mais ce n'est pas la réalité. C'est une illusion neurologique. Le stoïcien Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » C'est là que tout bascule. Vous ne ressentez pas la réalité. Vous ressentez une interprétation fabriquée par votre cerveau de survie. Et si vous ne reprenez pas le contrôle de ce filtre, vous vivrez dans une cage mentale. Aujourd'hui, la science confirme que ce que nous appelons bonheur n'est qu'un effet secondaire, une conséquence d'un certain équilibre chimique, dopamine, sérotonine, ocytocine. Mais ce cocktail, votre cerveau ne le libère que quand il estime que c'est sans risque. Autrement dit, tant que vous êtes dans la peur, vous ne pouvez pas être heureux. Et tant que vous attendez d'être heureux pour agir, vous n'agirez jamais. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et psychiatre, écrivait « Ceux qui ont un pourquoi peuvent endurer n'importe quel comment. » Il n'a pas survécu parce qu'il était plus fort physiquement. Il a survécu parce qu'il a reprogrammé son esprit pour transcender la survie. Il a décidé que le sens était plus important que le confort. Il a défié son propre cerveau. Et c'est ce que vous devez faire. Pas fuir vos peurs, pas les ignorer.
mais les reconnaître pour ce qu'elles sont, des restes d'un code ancien, utiles dans la savane, inutiles dans votre réalité. Vous n'avez pas besoin d'éviter, vous avez besoin de reprogrammer. Et cette reprogrammation commence quand vous cessez de croire que votre cerveau sait ce qui est bon pour vous. Aujourd'hui, tout est fait pour stimuler la partie primitive de votre cerveau. Notifications, likes, vidéos courtes, ce ne sont pas des outils, ce sont des pièges. Des hackers mentaux ont appris à vous vendre l'illusion de la satisfaction instantanée pour mieux vous détourner de ce qui est durable. Et pendant que vous cliquez, votre cerveau enregistre. Plaisir égale à immédiateté. Il désapprend la patience, il désapprend la lutte, il devient esclave de la facilité. Mais vous pouvez lui réapprendre. Il faut le confronter, doucement, mais fermement. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré la peur, malgré le doute, malgré l'envie de fuir, vous brisez la boucle. Vous créez un nouveau circuit neuronal. Vous envoyez un message clair. Je ne suis pas ici pour survivre, je suis ici pour vivre. Vous ne changerez jamais votre vie en pensant différemment. Vous la changerez en agissant différemment. Voilà l'erreur fatale que beaucoup commettent. Ils attendent de ressentir quelque chose avant de bouger. Mais le cerveau, on l'a vu, n'est pas là pour ça. Il attend des preuves, des actes. Et si vous ne lui en donnez pas, il ne vous croit pas. Il ne vous suivra pas. C'est ici que la discipline stoïcienne entre en scène. Ce n'est pas une série de règles poussiéreuses ou de phrases à méditer. C'est une méthode de reprogrammation mentale fondée sur l'action répétée, le conditionnement volontaire, la confrontation directe à l'inconfort. C'est un entraînement de l'âme à résister au chaos, à transcender l'émotion, à choisir la voie difficile parce qu'elle forge, pas parce qu'elle rassure. Prenez Épictète, esclave mutilé, devenu philosophe. Il a tout perdu, mais il répétait que la seule chose qu'on ne peut vous voler, c'est votre capacité à choisir votre réaction. Pour lui, la liberté n'était pas un état social, mais une maîtrise intérieure. Et cette maîtrise ne se pensait pas. Elle se prouvait. Chaque matin, dans les petites décisions, dans les gestes anodins, dans la constance. Il écrivait « Ne vous contentez pas de parler de philosophie, vivez-la ». Les neurosciences l'ont rattrapé. Une étude publiée dans Nature Neurosciences montre que l'action répétée dans des conditions de stress modéré entraîne une réorganisation durable des circuits neuronaux, en particulier ceux liés à la résilience, la patience et la gestion émotionnelle. Ce que les stoïciens faisaient volontairement, les scientifiques le mesurent aujourd'hui. Ils s'imposaient volontairement un inconfort léger chaque jour pour préparer leur esprit aux grandes tempêtes. Ce n'était pas du masochisme, c'était du conditionnement. Ryan Holiday, auteur de The Daily Stoic, raconte qu'il commence chaque journée par une tâche difficile, volontairement. Pas parce qu'elle est utile, mais parce qu'elle est désagréable. Il appelle ça l'entraînement à l'obstacle. Il sait que s'il commence par une action douloureuse, il envoie un signal à son cerveau. Je contrôle, pas toi. Et à force, l'esprit obéit. Il cesse de résister. Il accepte l'inconfort comme une norme. David Goggins, encore lui, en est la preuve vivante. Il affirme que son cerveau était son ennemi numéro 1. Il a commencé par courir 1 kilomètre alors qu'il pesait plus de 130 kg. C'était un calvaire, mais il l'a fait chaque jour. Aujourd'hui, il court des ultramarathons. Son corps a changé, oui, mais surtout son rapport à la douleur. Il dit que la douleur est devenue son carburant, parce qu'il s'est prouvé 1000 fois qu'il pouvait l'affronter. Ce n'est pas la douleur qui change, c'est l'identité. Et c'est là que le stoïcisme frappe fort. Il ne vous dit pas « vous êtes capable », il vous dit « prouvez-le par l'acte ». Il ne promet pas la confiance en soi. Il vous pousse à créer une preuve quotidienne que vous êtes plus fort que vos excuses. Et ça commence par des détails. Prendre une douche froide sans réfléchir, marcher sous la pluie sans se plaindre, ne pas céder à une pulsion, terminer ce que vous avez commencé, surtout quand c'est pénible. Une étude de l'Université de Chicago a montré que les personnes qui s'engagent dans de micro-défis quotidiens augmentent leur seuil de tolérance à l'effort de 37% en 3 semaines. Ce ne sont pas des guerriers, ce sont des gens ordinaires qui ont simplement arrêté d'attendre la motivation. Ils ont compris que l'action précède toujours l'envie. Et une fois que le mouvement est enclenché, le cerveau suit, il se recalibre. Les stoïciens avaient un rituel. Ils écrivaient chaque soir ce qu'ils avaient mal fait dans la journée. Non pour se blâmer, mais pour rester conscients, pour garder leur esprit affûté. Marc Aurèle notait dans son journal « Aujourd'hui tu rencontreras des menteurs, des jaloux, des ignorants.
Prépare-toi à les accueillir sans haine. Il ne cherchait pas à changer le monde, il préparait son propre esprit à le traverser avec grandeur. Et c'est cela, reprogrammer son esprit par l'action. Ce n'est pas se forcer, c'est s'exposer volontairement à ce que votre cerveau fuit pour l'habituer à ne plus fuir. C'est détruire les circuits de la peur par des gestes répétés. C'est ancrer de nouvelles habitudes en les opposant, chaque jour, à l'ancien vous. Vous ne changerez jamais en lisant simplement ce texte. Mais si vous décidez, ce soir, de faire une chose difficile, juste une, sans négocier, vous venez de commencer. Et demain, vous recommencez. Encore. Jusqu'à ce que votre esprit ne vous demande plus la permission. Jusqu'à ce qu'il vous obéisse. Parce qu'il sait que vous êtes devenu ce que les stoïciens appelaient un soldat de la vie. Pas un guerrier brutal. Un homme calme, puissant, maître de lui. Et ce pouvoir-là, personne ne peut vous l'enlever. Si tu en es ici, laisse-moi en commence. Rien ne peut me vaincre. Michael Jordan n'était pas le plus talentueux à ses débuts. Il a été recalé de son équipe de lycée. Beaucoup l'auraient pris comme un signe. Lui l'a pris comme un appel. Il a doublé ses entraînements, triplé sa charge mentale. Et quand on lui a demandé pourquoi il s'imposait tant de souffrances, il a répondu « Parce que la douleur m'indique le chemin ». David Goggins dit la même chose. Si ça te fait peur, c'est que tu dois y aller. Et même Arnold Schwarzenegger admet qu'il choisissait volontairement ce qui le terrifiait, parce qu'il avait compris que le cerveau fuit ce qui le libère. Ce que vous évitez, ce que vous repoussez, ce que vous remettez à demain, c'est probablement ce qui peut vous transformer le plus. Et le cerveau le sait. C'est pour cela qu'il vous en éloigne. Parce que la difficulté, bien qu'elle soit le moteur de la croissance, est perçue comme une menace. Une étude menée à l'université de Yale a démontré que lorsqu'un individu anticipe une tâche difficile, son activité cérébrale augmente dans les zones liées à la douleur, avant même que la tâche ne commence. C'est-à-dire que vous souffrez déjà, mentalement, avant d'avoir bougé un muscle. Voilà pourquoi vous abandonnez avant même d'essayer. Votre esprit vous joue un film d'horreur, et vous le croyez. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que cette douleur est en réalité un signal de puissance. C'est l'endroit exact où se cache la liberté que vous cherchez, dans ce que vous évitez, dans ce que vous craignez, dans ce que vous trouvez trop inconfortable. Le stoïcien Sénèque écrivait « Le feu éprouve l'or, l'épreuve, les hommes ». Ce n'est pas un discours de motivation, c'est une loi biologique, psychologique, philosophique. L'effort volontaire est l'outil le plus puissant de transformation humaine. La souffrance que vous choisissez devient une armure. Celle que vous subissez devient une prison. Et il y a une différence cruciale entre les deux. La première vous construit, la seconde vous ronge. Viktor Frankl, dans les camps de la mort, n'a pas eu le choix de sa souffrance. Mais il a choisi le sens qu'il lui donnait. Et ce choix-là, même dans l'enfer, l'a rendu libre. Il a écrit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside notre liberté. » Aujourd'hui, vous avez des douleurs invisibles, l'insatisfaction chronique, l'ennui, l'anxiété latente. Ce sont les signes que vous avez fui trop de choses trop longtemps. Chaque action difficile évitée vous rattrape un jour sous forme de mal-être diffus. Et ce mal-être, vous ne pouvez pas le fuir. Vous ne pouvez que le transmuter, en allant exactement là où vous n'osez pas aller. Jordan Peterson, psychologue et auteur de renommée mondiale, affirme que les gens ne deviennent pas meilleurs quand tout va bien. Ils deviennent meilleurs quand ils affrontent volontairement les dragons qui les attendent. Et ces dragons, ce sont vos peurs, vos limites, vos blessures non réglées. Ce sont les choses inconfortables que vous balayez sous le tapis, jour après jour, en espérant qu'elles disparaissent. Elles ne disparaîtront pas, elles s'agrandiront, jusqu'à ce que vous soyez obligé de les regarder en face, ou de vous briser. Et pourtant, chaque fois que vous entrez dans cette difficulté avec lucidité, quelque chose se passe. Vous récupérez un morceau de vous-même, vous gagnez en clarté, en autorité intérieure. Vous vous sentez plus solide, pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez cessé de fuir. Le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. C'est regarder la montagne et y aller, même si vos jambes tremblent. Une autre étude, cette fois publiée dans Psychological Review, a montré que les individus qui intègrent volontairement des micro-challenges dans leur quotidien développent une plasticité mentale supérieure de 29% par rapport aux autres. Leur cerveau devient plus adaptatif, moins réactif, plus stratège. C'est la preuve scientifique que l'appel de la difficulté, s'il est honoré, libère des capacités cachées.
Le stoïcisme appelle cela le feu intérieur. Ce moment où, face à l'inconfort, vous ne pliez plus, vous respirez, vous ressentez la tension et vous avancez. Vous comprenez que cette tension est une opportunité, pas une barrière. Et vous vous surprenez à aimer cette sensation, parce qu'elle vous montre que vous êtes vivant, entier, en mouvement. Et si aujourd'hui vous vous sentez bloqué, stagnant, frustré, ce n'est peut-être pas à cause de vos limites. C'est peut-être parce que vous avez refusé l'appel trop de fois. Il est temps de répondre, de dire oui à ce que vous fuyez. Non pas pour vous faire mal, mais pour vous reconnecter à votre potentiel, à votre force, à votre essence. Chaque action difficile choisie avec conscience est une libération. Un pas de plus vers ce que vous êtes vraiment. Ce que vous faites au quotidien n'est pas neutre. Ce n'est jamais neutre. Chaque décision, chaque geste, chaque pensée s'inscrit quelque part dans votre esprit. Elle envoie un signal. Elle dit « Voilà qui je suis. Voilà ce que je tolère. Voilà ce que je renforce. » Et c'est là que la majorité échoue. Parce qu'ils vivent leur journée comme si elle ne comptait pas. Ils pensent que ce n'est pas grave de remettre, d'abandonner, de céder. Mais en réalité, chaque micro-lâcheté devient un ancrage mental, une habitude invisible. Et cette habitude se transforme en identité, jusqu'à ce que vous ne sachiez même plus que vous pouviez faire autrement. Les esprits forts n'attendent pas que la difficulté surgisse. Ils s'y préparent, chaque jour, volontairement. Leur routine n'est pas remplie de motivation ou de perfection. Elle est remplie d'exigence, de rigueur, d'intention. C'est un entraînement, pas un rituel. Un camp de résistance mentale. Et cette structure n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible, elle est même simple. Mais elle demande une décision radicale, celle de ne plus vivre en pilote automatique. Prenez Jocko Willink, ancien Navy SEAL, devenu auteur, coach et entrepreneur. Il se lève tous les jours à 4h30 du matin. Pas parce qu'il aime ça, pas parce que c'est cool. Il le fait parce que c'est une victoire. Une première bataille gagnée contre son cerveau qui lui dit de rester au lit. Et cette victoire, il la photographie, littéralement. Chaque matin, il poste l'image de sa montre. 4h30, c'est son symbole, son rappel, sa preuve quotidienne qu'il est encore aux commandes. Ce n'est pas l'heure qui compte, c'est ce qu'elle représente. La discipline consciente, l'effort non négociable. Et cette discipline libère. Elle vous donne de l'avance, pas sur les autres, mais sur vous-même, sur vos doutes, vos excuses, votre fatigue. En créant une routine solide, vous créez un abri mental, un cadre qui protège votre volonté des aléas du monde. La science confirme l'impact de ces routines. Une étude de l'Université de Duke estime que plus de 40% de nos actions quotidiennes sont des habitudes inconscientes. Ce qui signifie que, si vous ne les avez pas construites volontairement, elles ont été imposées par défaut, par votre environnement, par vos émotions, par vos anciens schémas. Et ces automatismes dictent la qualité de votre vie, bien plus que vos ambitions. C'est pour cela que les stoïciens insistaient sur l'exercice quotidien. Ils appelèrent cela praemeditatio malorum, la préparation mentale à l'épreuve. Chaque matin, ils visualisaient les obstacles possibles, pas pour s'en plaindre, mais pour s'y préparer, pour ne pas être surpris, pour rester inébranlable. Marc Aurèle écrivait « Aujourd'hui, tu rencontreras des gens arrogants, ingrats, menteurs. Sois prêt. » Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Et cette lucidité forge l'ancrage, le calme, la puissance intérieure. Vous devenez maître de vous-même, non parce que vous contrôlez tout, mais parce que vous avez appris à contrôler votre réaction à tout. Regardez Kobe Bryant. Pendant que les autres dormaient, il s'entraînait. 3 séances par jour, des milliers de lancers, répétés encore et encore. Il disait « Si tu t'entraînes plus que tout le monde, quand le stress arrive, ton corps sait déjà quoi faire. Tu n'as pas à réfléchir. » Il ne parlait pas seulement de sport, il parlait d'état d'esprit, de programmation du corps et de l'esprit à répondre par l'action, pas par la panique. C'est exactement ce que propose la routine des esprits forts, transformer le quotidien en une succession de micro-épreuves volontaires, choisies non pour leur utilité immédiate, mais pour leur valeur mentale. Dire non à une distraction, lire une page de plus quand la fatigue arrive, rester en silence quand tout pousse à réagir. Chaque geste devient un entraînement. Chaque réaction maîtrisée devient une preuve que vous avez grandi. Et plus vous accumulez ces preuves, plus votre identité change. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui essaye. Vous devenez quelqu'un qui fait. C'est invisible au début,
Puis ça devient une aura, une posture, une autorité silencieuse. Vous n'avez plus besoin de vous prouver. Vous êtes devenu quelqu'un sur qui l'on peut compter, y compris vous-même. C'est ce que James Clear, auteur de Atomic Habits, appelle la fierté silencieuse. Ce sentiment profond de savoir que vous êtes sur le bon chemin, non pas parce que c'est facile, mais parce que vous l'avez choisi. Et que vous continuez. Encore. Même quand personne ne regarde. Même quand c'est ingrat. Même quand vous êtes seul. Car au fond, c'est cela l'entraînement mental. Un pacte avec vous-même, répété chaque jour. Une promesse que, quoi qu'il arrive, vous ne redeviendrez pas l'homme qui fuit. Et chaque journée respectée est une victoire contre l'ancien vous. Vous ne serez plus jamais le même. Parce que vous avez choisi. Choisi de faire ce que la plupart refusent. Choisi de souffrir un peu aujourd'hui pour ne pas souffrir toute votre vie. Choisi la voie étroite, la montée rude, l'affrontement direct avec vos limites. Ce choix-là vous change, pas en surface, en profondeur. Il redéfinit qui vous êtes. Regardez ceux qui ont pris ce chemin. Nelson Mandela, 27 ans de prison. Et il en est sorti sans haine. Il disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Viktor Frankl, enfermé dans l'enfer des camps, disait qu'on pouvait tout vous enlever, sauf votre dernière liberté, celle de choisir votre attitude. Ces hommes n'étaient pas surhumains. Ils avaient simplement décidé que la souffrance ne serait pas leur maître, mais leur tremplin. C'est ce que vous devenez quand vous choisissez la voie difficile. Pas une version plus forte de vous-même, mais une version plus alignée, plus solide, plus vraie. Vous cessez de chercher l'approbation. Vous cessez de fuir l'échec. Vous apprenez à marcher avec vos blessures, vos doutes, vos peurs, sans leur obéir. Et ça change tout. Une étude publiée dans Frontiers in Psychology a montré que les individus confrontés volontairement à des expériences exigeantes développent un sentiment de contrôle interne 3 fois supérieur à la moyenne. Autrement dit, ils se sentent moins victimes, plus responsables, plus capables de transformer leur réalité. Ce n'est pas une croyance, c'est une reconfiguration du système nerveux, une bascule de l'identité. Ce que vous devenez, ce n'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un de lucide. Vous savez que la difficulté est là, et vous ne cherchez plus à l'éviter. Vous l'intégrez, vous dansez avec, vous la transformez en levier. Vous devenez un sculpteur de votre propre esprit. Chaque épreuve devient un outil, chaque tension devient matière brute, et votre force ne vient plus de l'extérieur. Elle naît de votre capacité à tenir, à recommencer, à persister. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Épictète disait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Ce n'est pas une soumission, c'est une stratégie. C'est faire de la réalité votre allié. C'est choisir de grandir à travers le chaos, pas malgré lui. Vous devenez alors ce que les autres appellent parfois « différent ». Mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la stabilité. Vous ne réagissez plus aux provocations parce que vous êtes ancré. Vous ne courez plus après la validation parce que vous avez créé votre propre valeur. Vous ne fuyez plus l'effort parce que vous avez compris que chaque pas difficile est une preuve de vie. Et ce n'est pas seulement vous qui le ressentez. Les autres le sentent. Une présence, une autorité tranquille, un calme qui ne se vante pas, mais qui rassure. Vous devenez un repère, pas parce que vous criez fort, mais parce que vous tenez debout, même quand tout vacille, même quand c'est lourd, même quand personne ne regarde. Ce que vous devenez n'est pas mesurable en likes, en chiffres ou en compliments. C'est mesurable en alignement, en clarté, en puissance intérieure. Vous ne dépendez plus de l'extérieur pour savoir qui vous êtes. Vous le savez, parce que vous vous êtes forgé dans le feu, parce que vous êtes allé là où les autres reculent, parce que vous avez payé le prix, et que vous êtes encore là. Et cette transformation est irréversible. Elle change vos choix, vos relations, vos ambitions. Vous ne cherchez plus la facilité. Vous cherchez ce qui vous élève, ce qui vous rend plus juste, plus entier. Vous comprenez que le bonheur n'est pas dans l'absence de difficultés, mais dans la maîtrise de votre esprit face à cette difficulté. C'est là, exactement là, que réside votre liberté. Le philosophe américain William James disait « Acceptez la vie telle qu'elle est et commencez immédiatement à travailler avec tout ce qu'elle vous donne. Ce n'est pas ce que vous obtenez qui compte, c'est ce que vous devenez. » Alors maintenant, regardez-vous, pas comme celui qui cherche encore des excuses, mais comme celui qui a commencé, celui qui a dit oui au chaos, oui à l'inconfort, oui au réel.
Vous n'avez peut-être pas encore tout ce que vous voulez, mais vous êtes en train de devenir quelqu'un que rien ni personne ne pourra plus briser. Parce que vous avez compris, parce que vous avez choisi, parce que vous avez avancé. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a apporté quelque chose, abonnez-vous, laissez un like et un petit mot en commentaire.